Salam alaikum. Passons maintenant à la deuxième leçon concernant la troisième partie d'électricité. C'est la leçon concernant les dipôles ou les circuits RL. Toujours dans la connaissance et le savoir-faire, premièrement, connaître la représentation symbolique d'une bobine. Deuxièmement, en utilisant la convention récepteur, savoir orienter le circuit sur un schéma et représenter les différentes flèches tension. Troisièmement, connaître l'expression de la tension aux bornes d'une bobine, connaître la signification de chacun des termes et leur unité, savoir exploiter la relation. Quatrièmement, effectuer la résolution analytique pour l'intensité du courant dans un dipôle RL semi un échelon de tension et en déduire la tension aux bornes de la bobine. Cinquièmement, connaître l'expression de la constante de temps et savoir vérifier son unité par analyse dimensionnelle ou déterminer sa valeur graphiquement. Sixièmement, connaître l'expression de l'énergie stockée ou emmagasinée dans la bobine. Septièmement, savoir qu'une bobine s'oppose aux variations du courant du circuit où elle se trouve et que l'intensité de ce courant ne subit pas de discontinuité. Huitièmement, savoir exploiter un document expérimental pour petit a, identifier les tensions observées. Petit b, montrer l'influence de R et de L lors de l'établissement de la disparition du courant. Déterminer une constante de temps dans petit c. Savoir-faire expérimentant petit a. Réaliser un montage électrique à partir d'un schéma. Réaliser les branchements pour visualiser les tensions au bord du générateur de la bobine et du conducteur ohmique supplémentaire. Petit c, montrer l'influence de l'amplitude de l'échelon de tension de R et de L sur le phénomène observé. Bien sûr, pour répondre à ces questions et d'autres questions, on passe aux exercices. Maintenant, pour la série concernant le circuit, le dipôle RL, donc c'est la série 2, on commence par l'exercice 1. On dispose d'un générateur de tension de force électromotrice E, donc un générateur de force électromotrice E, deux lampes L1 et L2 identiques d'une bobine B d'inductance L et de résistance interne R, d'un conducteur ohmique de résistance R réglable, d'un ampèremètre A, d'un voltmètre V et un interrupteur K. Les différents dipôles et multimètres sont associés comme l'indique le schéma de la figure 1. Donc si on a la figure 1, on ajuste la valeur de la résistance R, selon la règle des conducteurs ohmiques, de façon à rendre égale à celle de la bobine B. À la fermeture de l'interrupteur K, on constate que la lampe L1 atteint son éclat maximal en retard par rapport à la lampe L2. Donc L1, qui est lié à la bobine, atteint son éclat maximal avec un retard par rapport à la deuxième lampe L2. Donc, ici on a le schéma. Donc, la première question 1.1, préciser la cause de ce retard. Donc, à quoi il est dû ce retard? Donc, le retard est dû, bien sûr, à quoi? À l'existence de la bobine. À l'existence de la bobine, bien sûr, qui s'oppose, c'est-à-dire la bobine qui s'oppose à quoi? À l'établissement du courant électrique. C'est-à-dire, une fois qu'on a une bobine dans un circuit électrique, donc il s'oppose toujours à l'établissement du courant électrique. Et lorsqu'il s'oppose, donc il produit un retard de fonctionnement de la lampe ou de n'importe quel dipôle utilisé dans ce cas-là. Donc ça c'est pour la question 1. On passe à la question 1.2. Prévoir ce qu'on peut observer au niveau des deux lampes une fois le régime permanent s'établit. Justifie. Donc une fois le régime permanent s'établit, donc qu'est-ce qu'on peut observer? Donc on peut dire ici qu'une fois le régime permanent s'établit, bien sûr, les deux lampes
Les deux lampes s'allument avec le même éclat. S'allument avec le même éclat. C'est-à-dire, à la fin, on ne peut pas observer différence entre les deux lampes. Car les deux lampes sont identiques. Donc, l'éclat de la L1 est le même que celui de L2. Et la bobine, dans ce cas-là, se comporte comme un conducteur ohmique de résistance R. C'est-à-dire, on ne peut pas, à la fin, c'est-à-dire lorsque le régime permanent s'établit, donc on ne peut pas comparer l'éclat des deux lampes parce que le fonctionnement ou le rôle de la bobine, il se comporte comme un conducteur ohmique. Par contre, dans le cas où l'on ferme le circuit au début de l'inflexion, il s'oppose et on observe ce retard-là. Maintenant, on obtient le même éclat à la fin des deux lampes. La question B, en régime permanent, l'ampèremètre indique une intensité de courant I est égale à 100 mA et le voltmètre indique une tension 1,2 volts. On déduit la valeur de R, c'est-à-dire on vous demande de déterminer la valeur de L. Donc on a I est égal à 100 mA, l'indication du voltmètre, donc 1,2, c'est-à-dire dans le régime permanent. Donc puisque dans le régime permanent, qu'est-ce qu'on a dit? La bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Et d'après la loi d'Ohm, on a I au borne de la bobine est égal à R fois I. Et on calcule R est égal à U sur I, avec I est égal à 1,2, sur I la valeur c'est 100 milli 10 moins 3, et on trouve enfin la valeur de R qui est égale, après calcul bien sûr, 1,2 fois 10 moins 6, c'est 12 ohms. On trouve 12 ohms, la valeur de R. Ça, c'est pour la question B. Maintenant, passons à la suite. C'est la question suivante. C'est la question 2. Donc, dans la question 2, dans le but de déterminer l'inductance L, donc une fois on a trouvé le petit R, c'est la résistance interne de la bobine, maintenant on va savoir comment peut-on déterminer la valeur de L d'une façon expérimentale en se basant sur les expériences. De résistance supposée nulle, c'est-à-dire on suppose que R il est nul, on réalise le circuit électrique schématisé dans la figure 2. Le circuit électrique schématisé dans la figure 2. Donc voilà la figure 2. Donc si on a une bobine, un résistor de résistance R, la bobine d'inductance L de résistance interne, on a un générateur qui débite une tension triangulaire. Et si on a les deux entrées, la voie Y1, Y2 d'un oscilloscope et la masse commune entre les deux. Donc on a le point A, M et B, etc. On va revenir sur cette figure-là. Comporte un générateur délivrant une tension alternative triangulaire, un conducteur ohmique de résistance R1 est égal à 300 ohms. La bobine et la bobine B, on ferme l'interrupteur K et à l'aide de l'oscilloscope, on visualise simultanément la tension UAM, au borne du résistor R1 et la voie Y1 et la tension IBM au borne de la bobine sur la voie Y2. Donc UAM sur la voie Y1 et IBM sur la voie 2. Pour une valeur N1 de la fréquence de la tension délivrée par le générateur G. Et en faisant les réglages nécessaires, on obtient les chronogrammes représentés sur la figure 3
avec la sensibilité de la voie Y1, celle de la voie Y2, le balayage horizontal. On demande dans 2.1, identifie parmi les chronogrammes C1 et C2. Donc C1, c'est un chronogramme triangulaire et le 2, c'est rectangulaire. Celui qui correspond à la tension de la voie Y2, c'est-à-dire la voie Y2, c'est-à-dire IBM. C'est-à-dire on se demande donc pour IBM en fonction du temps, quel est le chronogramme? Est-ce que c'est C1 ou C2? Donc, puisque le générateur, ça est donné, donc puisque le générateur, bien sûr le générateur qui délivre la tension, puisque le générateur délivre, on donne, délivre une tension triangulaire. Une tension triangulaire, c'est-à-dire le courant aussi, c'est-à-dire le courant est aussi triangulaire. Donc, puisque le courant il est triangulaire, donc on aura IR de T est égal à R fois I de T. Donc le R c'est une constante, ne change pas la forme le signal alternatif. Donc puisque I de T c'est triangulaire, multiplié par R va donner le IR de T aussi triangulaire. Donc on trouve IR de T est aussi triangulaire. Donc, le R de T, c'est représenté par C1, c'est-à-dire le IR, c'est-à-dire le AM, c'est-à-dire au bornes du résistor, c'est la voie Y1. Donc, on aura dans ce cas que la voie Y1 indique le chronogramme C1. Et bien sûr, le RY2, ça donne le chronogramme YC2. C'est-à-dire, dans ce cas-là, C1 représente la tension aux bornes des pôles R, c'est-à-dire des résistors, c'est-à-dire IBM, et C2, ça représente au bord de la voie, c'est-à-dire la tension IAM. Donc c'est ça. Donc on aura la tension visualisée sur Y2, c'est C2, et c'est visualisé sur Y1, c'est C1. Donc maintenant, pour la question suivante, on demande dans la question suivante de déterminer la fréquence N1 du générateur. Donc, dans les chronogrammes qu'on obtient à partir de l'oscilloscope, la grandeur qu'on peut utiliser directement, c'est la période. Donc, on va graphiquement, c'est-à-dire d'après l'oscillogramme, le chronogramme, graphiquement, on calcule T1. Donc, T1, c'est la période. Bien sûr, la période, ça représente soit pour le C1 ou le C2, ce sont deux fonctions de même période, c'est-à-dire revenons à l'expression. Donc, ce sont deux fonctions de même période. Donc, si on commence par le pic jusqu'au pic suivant, donc on a 1, 2, 3, 4 divisions. Donc, T1 est égal à 4 divisions multiplié par le balayage horizontal, c'est 4 millisecondes par division. 4 millisecondes par division. On peut simplifier par les divisions et on trouve enfin que T1 est égal à 4 fois 4, c'est 16 millisecondes. C'est 16 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Enfin, le N1, c'est l'inverse de T, est égal à 1 sur T1, est égal à 1 sur 16 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on calcule, on trouve que la valeur de N1 est égale à près 62,5 Hz. Donc, la valeur trouvée de la fréquence du générateur, c'est à peu près 62,5 Hz, à peu près égal à 63 Hz. Donc, c'est ça, la fréquence de signal donnée par le générateur. Donc maintenant, passons à la question suivante. C'est la question 2.3. Donner l'expression des tensions IAM et IBM en fonction de l'intensité I. Donc dans la question 2.3,
on demande l'expression de tension. On commence par IAM. Et vous faites attention, on va faire un schéma ici approximatif pour montrer qu'est-ce qui se passe pour savoir. Donc ici on a le résistor, voilà le résistor de résistance R, et on a ici la bobine. Donc ici on a le point A, le point M et le point B. Donc le sens du courant donné ou délivré par le générateur, c'est I, c'est ce sens-là. Donc ici on a le I, c'est de A vers B. Donc pour la tension IAM, c'est ça, la tension IAM. IAM. Et la tension IBM, donc la tension IBM. Donc lorsqu'on veut demander d'exprimer la tension, il faut faire attention à ce qu'on appelle la représentation des tensions pour le récepteur. Donc pour un récepteur, puisque le R et la bobine jouent le rôle d'un récepteur, donc il faut faire attention que la convention récepteur, il faut avoir la tension et le courant de même signe lorsqu'ils ont de sens opposés. Donc si on aura pour IM, puisqu'il convient avec la convention récepteur, donc on aura le IM est égal à R1 fois I de T. Pour la deuxième tension, IBM. IBM, puisque le sens de IBM, même sens que I, donc ils auront le signe opposé, parce qu'il ne convient pas avec la convention récepteur. Donc ce sera le moins LDI sur DT. Pourquoi? Parce qu'on a le R est égal à 0, parce qu'au début de la question 2, on suppose que la résistance interne de la bobine est nulle. Donc on passe à la suite, c'est-à-dire la question 2.4. Donc, dans la question 2.4, exprimer IBM en fonction de IAM, L et R1. Donc, on a, d'après l'expression précédente, puisqu'on cherche à exprimer IBM. Donc, IBM est égal à moins L DI sur DT. Et d'après l'expression de AIM, qui est égale à R1 fois I de T, on peut en déduire l'expression de I de T est égale à IAM sur R1. Donc on trouve enfin IBM est égal à moins L. La dérivée de I de T, c'est la dérivée de IAM sur R1. Donc est égal à moins, bien sûr, la dérivée, ce sera moins LR1 fois D de IAM sur DT. Donc, l'expression de IBM, enfin, on l'écrit ici, IBM de T est égal à moins L sur R1 multiplié par la dérivée de IAM sur DT. Et ça, l'expression qu'on demande, l'expression de IBM en fonction de AM, L et R1. L, R1 et AM. 2.5. Passons maintenant à la question 2.5. Qu'est-ce qu'on vous demande dans la question 2.5? Déterminer les valeurs de IBM et la dérivée du AM dt sur l'intervalle de temps de 0 à T1 sur 2. Donc, pour déterminer l'expression de chacune des grandeurs IBM et la dérivée, on commence par exemple par IBM. On divise ça par 2. Donc, on commence par IBM. Donc, puisque IBM c'est la tension aux bornes de la bobine. Et borne de la bobine, c'est le graphe 2. Donc, le graphe 2, donc on aura ici l'axe des temps, par exemple comme ça, pour simplifier l'axe des temps. Et on a ici 0, ici T1 sur 2. Donc, on aura la fonction comme ça. C'est ça. Donc, ça représente ici une seule division dans la partie négative. Une division. Donc, on aura dans ce cas-là IBM à quoi est égal? Bien sûr, c'est dans le sens négatif, c'est moins une division fois la sensibilité verticale qui correspond à la voie de C2, puisqu'on a C2 correspond à Y2, donc on va prendre celle de Y2 qui est égale à 0,2
0,2 volts par division. Et on trouve enfin que le IBM est égal, division par division, ça reste moins 1 fois 0,2. Et on trouve que IBM est égal à moins 0,2 volts. Donc c'est ça l'expression, la valeur de IBM. Passons maintenant à celle de la dérivée, c'est-à-dire maintenant pour la dérivée de IAM par rapport au temps sur dt. Donc, puisque le IAM est représenté par la voie Y1, c'est-à-dire la courbe C1, et toujours dans l'intervalle 0,2, on peut représenter la partie de 0,2. On aura ici l'axe des temps. Ici, on a 0. Et la forme de la courbe, c'est celle-ci, dans l'intervalle 0 à T1. Donc, D et AM dt, donc ça représente la pente ou le coefficient directeur de cette partie. Donc ça représente la pente entre 0 et T1, qui est égale à delta U sur delta T. Delta U, c'est celle-ci. Delta U. Ici, on aura le delta T. Le delta T dans la figure 3, ça représente 2 divisions pour le temps. Et le delta I, ça représente 1, 2, 3, 4 divisions. Donc, dans ce cas-là, on trouve le DUAM sur DT est égal à delta U, c'est 4 divisions. Et puisque le IAM de T est représenté par le C1, c'est-à-dire on va prendre la sensibilité verticale de la voie Y1, c'est-à-dire 1 volt par division. Divisé par, pour le delta T, ça représente 2 divisions, et la sensibilité horizontale, c'est 4 millisecondes par division, division par division, division par division. Il reste enfin que le DUAM sur DT est égal 4 fois 1 en volts sur 2 fois 4 en millisecondes. On trouve enfin notre valeur de DUAM sur dt, c'est 4 sur 8, 10 moins 3, on trouve qu'il est égal à près 500 volts par seconde. Donc c'est ça la valeur qu'on cherche de DUAM dt. Donc dans la question 2, celle qu'on a trouvé IBM et AM. Donc maintenant on passe à la suite de l'exercice, c'est la question de 6, déterminer la valeur de L. Donc parce que c'est ça le but de l'exercice, c'est enfin arriver à déterminer la valeur de L. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser l'expression trouvée en 2-4. Donc, d'après l'expression trouvée en 2-4, c'est-à-dire IBM est égal à moins LR1 fois D de IAM sur DT. Donc, d'après cette expression, on peut en déduire l'expression de L. Donc, le L à quoi est égal? Donc, est égal R1 fois IBM divisé par la dérivée de IAM sur DT avec un signe moins. Donc, est égal à L est égal à R1 IBM sur la dérivée avec moins. Donc, le R1 c'est donné, c'est 300 ohms. Le IBM s'est trouvé dans le 2,5 et on fait le calcul. Donc, on a ici le R est égal à 300 ohms. Dans la question 2,5, on a trouvé le IBM est égal à moins 0,2 volts et le DUIAM sur DT est égal à 500 volts par seconde. Donc, on fait notre calcul. Donc, L est égal à moins R1, c'est 300, fois IBM, c'est moins 0,2, sur la dérivée du IAM par temps, c'est 500. Donc, est égal moins par moins, ça donne. Donc, 300 fois 0,2 sur 500. Donc, le calcul va nous donner la valeur de L est égale à 0,12 Henry. Et donc, c'est ça la valeur qu'on cherche, bien sûr, de la valeur de l'inductance de la bobine, elle est égale à 0,12 Henry. Donc, la valeur trouvée, bien sûr, de L.
Donc maintenant pour l'exercice 2, le circuit électrique représenté par la figure 1 comporte en série un générateur de force électromotrice idéale de tension, de force électromotrice E, une bobine d'inductance L et de résistance interne R est égale à 20 ohms, un interrupteur K et un résisteur de résistance grande R. À la date t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K et à l'aide d'un dispositif informatisé, on a pu représenter les variations des tensions IAB et IBC au cours des temps. Figure 2 et 3. Donc la figure 2, ça représente le IAB, c'est-à-dire IAB en fonction du temps, et la figure 3 IAB, la figure 2 IBC. Donc on a les deux figures avec le circuit qui représente les composantes. Donc la première question, quelle est l'influence de l'inductance L de la bobine dans cette expérience? Donc on sait que la bobine toujours s'oppose à l'établissement de courant électrique. Dans ce cas, c'est la même influence. Donc l'inductance L de la bobine s'oppose à l'établissement du courant électrique, c'est-à-dire retarde l'établissement du courant électrique. Donc on peut dire dans ce cas-là que l'inductance L de la bobine, dans cette expérience bien sûr, dans cette expérience s'oppose à l'établissement du courant électrique dans le circuit bien sûr du courant électrique. Bien sûr, on dit aussi retarde l'établissement du courant électrique. I de T bien sûr. Donc c'est ça le rôle ou l'influence sur le circuit. Maintenant passons à la deuxième question en exploitant les deux courbes, c'est-à-dire la courbe qui représente IAB et celle qui représente IBC pour en déduire en logistifiant la valeur de la force électromotrice E. Donc on va représenter les tensions pour simplifier maintenant dans notre circuit. Donc si on a le E, le sens de I, puisqu'on a toujours le sens conventionnel d'un générateur, le E et I de même sens. Donc si on a le I de A vers B et de C, c'est ça le sens de I. Donc on représente les tensions maintenant. Donc on aura la tension IAB, c'est au bord de la bobine, et la tension IBC au bord du résistor, IBC. Donc on a, d'après la loi d'additivité des tensions, d'après la loi d'additivité des tensions, on a deux points. E est égal à IAB de T plus IBC de T. Donc, puisqu'on vous demande d'exploiter les courbes, donc on va choisir dans ce cas-là un instant, par exemple, prenons l'instant à t est égal à 0. À t est égal à 0. Donc, à t est égal à 0, on trouve IAB à t est égal à 0, à quoi est égal, et IBC à t est égal à 0. Pour trouver ces valeurs, on va revenir maintenant au graphe, c'est-à-dire les deux figures. Donc, on commence par la figure qui représente IAB, voilà IAB, à t est égal à 0, donc est égal à 9. Donc, si on a 9 volts. Et IBC à t est égal à 0, c'est 0 volts. Donc, on aura dans ce cas-là que E est égal à IABC 9 plus 0 est égal à 9 volts. Et on trouve enfin notre valeur de E qui est égale à 9 volts. Donc, E est égal à 9 volts, puisque c'est une valeur qui reste toujours constante, bien sûr, pour le générateur. Ça, c'est pour la question 2. Maintenant, passons pour la question suivante. C'est la question 3.
Donc, dans la question 3, montrez qu'en régime permanent, l'intensité de courant est I0 est égale. Dans le régime permanent, bien sûr, on a, d'après la loi d'additivité de tension, on a toujours, d'après la question précédente, on a E est égal à UAB de T plus UBC de T. Bien sûr, le UAB, c'est la tension au bord de la bobine qui est égale, bien sûr, à RI plus LDI sur DT, plus IBC qui est au bord des résistants est égal à RI. Puisqu'on parle en régime permanent, donc en régime permanent, on a I est égal à I0, est égal à une constante, c'est-à-dire le courant atteint une valeur finale I0 qui devient constante, ce qui implique que DI sur DT est égal à 0. Donc on remplace dans la relation précédente, on aura E est égal à RI 0 plus 0 plus RI 0 est égal à R plus petit r et 0. Et on déduit l'expression enfin de E0 qui est égale à E divisé par la somme des résistances R plus petit r. Et on aura l'expression demandée dans la question. Maintenant, passons à la question suivante. C'est la quatrième question. Donc, dans la quatrième question, déduire alors la tension IB minimale aux bornes de la bobine en fonction de E, R et petit r. Donc, dans cette question, donc, on vous demande de trouver l'expression de B minimale, c'est-à-dire en régime permanent, d'après la figure 3, on a IAB, c'est-à-dire IB de la bobine, atteint une valeur minimale. Donc la valeur minimale pour avoir le régime permanent pour ce qu'il reste constante. Donc dans ce cas-là, on peut écrire l'expression de AB, donc IB minimal est égal à IAB minimal, puisque IAB c'est aux bornes de la bobine. Donc, puisque la valeur minimale c'est en régime permanent, parce que d'après la courbe de la figure 3, ça commence par le 9 et atteint enfin une valeur constante. C'est ça le régime permanent et atteint une valeur minimale. Donc, dans ce cas-là, on aura l'expression de IB minimal qui est égal à UAB minimal est égal à RI fois 0 puisque I est constante et DI sur DT est égal à 0. Donc, est égal à R fois E0, et 0 pardon, c'est E sur R plus petit r. Et on obtient enfin l'expression de la valeur de la tension IB minimal est égal à R fois E sur R plus petit r. Donc, l'expression de IB minimal. La cinquième question, calcule la valeur de la résistance R. Donc, la valeur de la résistance R, donc d'après le graphe de la figure 3, on a IB minimal, donc voilà la figure 3, IB minimal, c'est la valeur atteinte dans ce cas-là, donc c'est égal, donc si on a 0, 1, 2, donc 2 volts, minimal est égal 2 volts, et on a déjà le R, c'est 20 ohms, et le E déjà calculé, c'est 9 volts. Donc, on utilise la relation ici. Donc, pour déterminer la résistance R, on aura dans ce cas-là IB minimal qui est égal à RE sur R plus petit r, ce qui implique que R plus petit r en facteur de IB minimal est égal à R fois E. Donc, on aura dans ce cas-là R fois IB minimal plus petit r fois IB minimal est égal à RE. Enfin, on trouve que la valeur qu'on cherche, c'est R est égal, bien sûr, à RE, R en facteur de E, moins on fait passer le R UAB de l'autre côté, ce sera IB minimal
on ferme la parenthèse, divisé par la valeur de IB minimal. Donc, est égal à l'application numérique, on va appliquer, donc on aura le R est égal à petit r, c'est 20, 9 moins 2, divisé par 2, on trouve 70. Donc, on aura enfin la valeur de R est égale à 70 ohms. C'est ça, la valeur de la résistance R. La question suivante. Donc, la question suivante, on a donné l'expression, c'est-à-dire le 6, donné l'expression de la constante de temps, puis déterminer la valeur graphiquement de temps. Donc, on demande dans la question 6, c'est la valeur de temps. Donc, l'expression, on a l'expression de temps dans les circuits RL, c'est toujours le rapport entre l'inductance ou le coefficient d'inductance R sur la résistance totale. C'est-à-dire, τ est égal à L. La résistance totale, on a la résistance R du conducteur ohmique et la résistance petite r de la bobine. Donc, pour la valeur de τ, donc graphiquement, soit par la méthode des tangentes, soit par la méthode de calculer τ IR à l'instant τ. Donc, on peut prendre le B, c'est-à-dire la courbe 3, la courbe de la figure de IAB. Donc, soit on trace la tangente et on trouve la projection, on trouve la valeur de τ, c'est-à-dire si on a la tangente tracée, soit, par exemple, on peut, par exemple, faire ici la tangente de cette façon-là, par exemple comme ça. Donc, on peut tracer la tangente comme ça. Et on trouve qu'il coupe l'asymptote à un point. On fait la projection de ce point-là, comme ça. La projection. Et on trouve la valeur de τ. C'est ceci, c'est de τ. Donc, graphiquement, on a τ est égal à 2 millisecondes. Donc, graphiquement, τ est égal à 2 millisecondes. Une fois on a la valeur de τ, donc, est égal à 2 millisecondes. Donc, voilà l'expression τ, c'est L plus R plus. Donc, il y a une deuxième méthode pour calculer τ. C'est, par exemple, on prend IR à l'instant t est égal à τ, qui est égal à peu près à 0,63 de la valeur de IR maximale. C'est-à-dire est égal à 0,63 fois 7 est égal à 4,4 volts. Et on peut l'en déduire, c'est-à-dire 4,4. Revenons à la courbe de la figure 2. Ici, on a 2, 4, 4,5, 4,4. 4,4, c'est après ici. Donc ici, on a 4,4, c'est-à-dire à peu près au-dessous de 4,5 en ce point-là. Donc on aura ici 4,4. La projection, ça nous donne la même valeur de τ. Donc, il y a deux méthodes graphiques, soit la tangente qui est la plus simple, soit on calcule la valeur de I à l'instant de τ et on projette, on trouve presque la même valeur de τ. Déduire la valeur de l'inductance de la bobine dans la question 7. C'est-à-dire dans la question 7, on demande d'en déduire la valeur de L. Donc, la valeur de L de l'inductance, on va utiliser la relation trouvée ici, c'est τ qui est égal à L sur R plus petit r, ce qui implique que l'inductance est égale à τ en facteur de R plus petit r. L'application numérique qui nous donne la valeur de L est égale à τ. τ, c'est 2 millisecondes, on l'a trouvé ici, τ 2 millisecondes, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3. Fois R, c'est-à-dire le R, c'est la somme des deux, c'est-à-dire 70 plus 20. Donc, après calcul, il nous donne 2,018. Donc, on aura le coefficient d'inductance ou l'inductance L est égal à 0,18 en unité de Henry. L. Après, la question suivante, on passe à la partie 8. C'est-à-dire la partie 8, question, l'équation différentielle. Question 8.1. Établir l'équation différentielle régissant les variations de l'intensité de courant dans le circuit. Donc, pour trouver l'expression, revenons à
le graphe ou la figure qui représente le circuit électrique dans lequel on a appliqué la relation, la loi de relativité dans la question 2. Donc, d'après la question 2, on a E est égal à UAB de T plus UBC de T. Donc, puisqu'on demande l'expression de l'équation différentielle régissant les variations de l'intensité de courant, on va chercher l'expression de chaque tension en fonction du temps. UAB, puisque UAB, ça représente la tension au bord de la bobine. Donc, au bord de la bobine est égal à RIT plus LDI de T sur DT. Et pour la deuxième tension UBC, c'est au bord de conducteur ohmique en fonction, d'après la loi d'Ohm, on trouve RI de T. On remplace, on trouve que E est égal à LDI de T sur DT, plus RI de T, c'est UAB, plus IBC, c'est le RI de T. Donc, ici, on a les deux. Donc, on trouve enfin que LDI sur DT plus R plus petit r en facteur de I de T est égal à E. Donc, c'est ça l'équation différentielle. Si on veut faire intervenir le temps, on le laisse comme ça, c'est-à-dire on divise les deux parties par L, on trouve que DI de T sur DT plus R plus petit r sur L fois I de T est égal à E sur L. Avec temps est égal à L sur la somme de R plus petit r, et 1 sur taux est égal à l'inverse, R plus petit r fois L. On trouve enfin l'expression de l'équation différentielle I de T sur DT plus R, c'est l'inverse de taux. Donc c'est 1 sur taux fois I de T qui est égal à E sur L. Et c'est ça l'expression de l'équation différentielle qui régisse la variation de l'intensité de courant. La question suivante, toujours dans le 8, c'est 8.2. La question 8.2. La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme I de t est égal à 1 moins l'exponentielle de moins alpha t, où A et alpha sont deux constantes positives dont on terminera leurs expressions en fonction de ER, grand R, IL. Donc, dans ce cas-là, puisqu'on vous donne la solution de l'équation différentielle, l'expression de I de t, donc on va l'exploiter. Donc, on a I de t est égal à 1 moins l'exponentielle de moins alpha t. Donc, c'est ça l'expression de I de t. Donc, pour trouver l'expression de A et alpha en fonction des paramètres du circuit, on va faire intervenir ce qu'on appelle l'équation trouvée dans la question 8.1, c'est l'équation différentielle. Et on a l'équation différentielle dI de t sur dt plus 1 sur tau I de t est égal à E sur L, c'est-à-dire l'équation différentielle. Donc, on a le I de t, on va déterminer le dI de t, c'est-à-dire la dérivée. Donc, c'est égal à A en facteur de 0, la dérivée de 1. Moins, avec moins, ce sera plus alpha, l'exponentielle moins alpha t. Donc, c'est égal à A, alpha, l'exponentielle moins alpha t. Ça, c'est l'expression de la dérivée. Donc, on fait la remplacer maintenant dans l'équation différentielle. D et le dt, c'est A, alpha, l'exponentielle moins alpha t, plus 1 sur tau fois A en facteur de 1 moins alpha t est égal à E sur L. Donc, A alpha exponentielle moins alpha t plus A sur tau moins 1 sur tau l'exponentielle moins alpha t qui est égal à E sur L. Donc, on va mettre le A, l'exponentielle en facteur. Donc, on trouve ici que A exponentielle moins alpha t en facteur de 1. Ici, on a moins 1 sur tau plus 1 sur tau est égal à E sur L. Donc, enfin, on trouve que 1. Donc, si on a le... pardon, je ne sais pas, c'est alpha. Alpha ici, pardon, alpha.
parce qu'on a un alpha ici. Donc on aura ici, dans ce cas-là, alpha moins 1 sur tau est égal à 0, ce qui implique que alpha est égal à 1 sur tau. Voilà l'expression de la première constante qui est alpha. Puisque cette valeur est égale à 0, donc il nous reste A sur tau est égal à E sur L, ce qui implique que A est égal à tau fois E sur L. Et on trouve la deuxième expression qui donne le A en fonction de tau fois E sur L. Donc la deuxième expression qui nous donne la valeur de l'expression de tau. Donc on remplace les taux, puisqu'on a taux est égal déjà, c'est taux trouvé qui est égal à L sur R plus R. Et on trouve enfin que alpha est égal à 1 sur tau, c'est l'inverse, c'est R plus R sur L. Et A est égal, tau c'est L sur R plus R fois E sur L. Donc on simplifie par L, on trouve enfin qu'il est égal à E sur R plus petit r. Donc si on a l'expression de la constante A, l'expression de la constante alpha. D'où, donc on peut écrire, si vous voulez, l'expression de I de t, par exemple, E, on trouve que I de t est égal enfin à E sur R plus petit r en facteur de 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau. Donc c'est ça l'expression finale de I de t. La suite de l'exercice, on part à la question suivante, c'est 8.3. Dans la question 8.3, en utilisant cette solution, calcule la valeur de l'intensité I de courant dans le cas t est égal à 4 millisecondes. Donc on demande de calculer I à l'instant t en utilisant l'expression de I de t. Donc on a l'expression de I de t est égale à E sur grand R petit r, 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau. Donc, à l'instant t est égal à 4 millisecondes, on calcule I de t. Donc, I de t est égal à 4 millisecondes est égal à E sur R plus petit r, 1 moins l'exponentielle de moins 4 millisecondes sur tau. On laisse en millisecondes parce qu'on peut exprimer aussi tau en millisecondes. Donc, avec l'application numérique maintenant, I t est égal à 4 millisecondes. Donc, on a le E, c'est connu bien sûr, le E c'est 9. R 70 et 20, ça fait 90. En facteur de 1 moins tau, c'est 4 millisecondes sur 2 millisecondes, donc ça sera moins 2. L'application nous demande I de t est égal, après calcul de 4 millisecondes, à peu près la valeur de 0,086 ampères. Donc ça par calcul. Donc la valeur de I de t. Après, retrouver cette valeur à partir de l'un des graphes, c'est-à-dire graphiquement. Par exemple, graphiquement, maintenant la suite de l'exercice, la question, graphiquement, donc l'un des graphes, donc on va utiliser le graphe IR de t. Donc, IR à t est égal à 4 millisecondes. Donc, on va trouver à quoi est égal la valeur. Donc, le graphe de IBC à 4 millisecondes, donc c'est 4 millisecondes, on projette pour trouver la valeur de IBC. BC, donc c'est 6. Voilà. C'est le point de contact, donc 6. Donc à 4, graphiquement, à 4 millisecondes, IBC est égal à 6. Donc, IR qui est égal à IBC à T est égal à 4 millisecondes est égal à 6 volts. Donc, d'après la loi d'Ohm, on a le IBC à T est égal à 4 millisecondes. D'après la loi d'Ohm, est égal à RI à T est égal à 4 millisecondes. Est égal à 6 volts. Donc, I de T est égal à 6 divisé par R. Et donc, R est égal à 70. Et on trouve à peu près 0,0857. C'est à peu près 0,086. Donc, I T est égal à 4 millisecondes,
est égal à peu près 0,086 ampères. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a trouvé la même valeur, soit par calcul, soit par le graphe, c'est-à-dire en utilisant l'aide de graphe, on a utilisé le graphe de la figure 2. La question 9, pour la question 9, calculer la valeur de l'énergie EL, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans la bobine à T égale 4 millisecondes. Bien sûr, lorsqu'on dit l'énergie emmagasinée dans la bobine a pour expression 1 demi L I au carré à l'instant T. Et à T est égal à 4 millisecondes, on aura le EL à T est égal à 4 millisecondes est égal à 1 demi L fois I carré de T à T est égal à 4 millisecondes. Donc l'application numérique va nous donner le EL est égal à 1 demi. La valeur de L, c'est déjà calculé, c'est 0,18 fois la valeur de I à l'instant T est égal à 4 millisecondes, c'est 0,0426 au carré. Et enfin, on trouve que le EL à T est égal à 4 millisecondes est égal à 665,64 fois 10 à la puissance moins 6 joules. On peut écrire aussi en microjoules, mais on laisse en système international SI. Passons maintenant à la question suivante. C'est la 9e question. La 10e, on reprend le même montage précédent en faisant varier l'une des grandeurs. E, R ou L. E, R ou L. Et on ferme l'interrupteur K à une date considérée comme origine de date t égale à 0 en traçant le graphe IAB et on obtient la courbe C1. C1, la courbe, voilà, la courbe C1, c'est celle-ci. Donc la courbe C1, ça commence aussi par 9. Donc ici on a conservé la même valeur de E, faites attention. Et la limite c'est la même. C'est-à-dire dans le régime permanent, donc on a la même valeur que précédemment. C'est-à-dire la même valeur qui est 2 volts. Donc le E, ça ne change pas. La limite de la courbe, ça ne change pas. Donc on va voir qu'est-ce qu'on vous demande dans la question. Quelle est la grandeur qui a été modifiée? Justifie la réponse. Modifier, est-ce que le E ou le R ou le L? Donc, dans ce cas, d'après le graphe C1 de la figure 3, donc on a en régime permanent, IB minimal qui est égal à RE qu'on a déjà trouvé avant, R plus R est égal à une constante, ça ne change pas, d'après ce qu'on a vu dans la courbe. Donc, et puisque E qui est égal à 6 n'a pas changé, parce que la courbe commence par le même point, car E est égal à 9 volts. Donc, IB minimal n'a pas changé, E n'a pas changé, donc, et R n'a pas changé, donc ce qu'on a modifié, donc puisqu'on a dans ce cas-là, IB minimal n'a pas changé, c'est-à-dire la limite, R n'a pas changé, donc puisqu'on a E n'a pas changé, B n'a pas changé, donc le R n'a pas changé. Donc puisque R et E n'ont pas changé, donc E et R restent constantes, donc il nous reste la troisième qui a changé, donc on modifie, donc la conclusion, on modifie l'inductance, le coefficient d'inductance, bien sûr on parle ici de valeur R, c'est bien l'inductance L. Donc c'est l'inductance qui modifie. Dans la question 3, calculer sa nouvelle valeur, on la note par exemple L', la nouvelle valeur. Donc par la méthode, bien sûr, on a la nouvelle constante temps prime qui est égale à L' sur R plus R. R n'a pas changé, L' a changé, donc il a changé la valeur de temps prime. Donc graphiquement, donc il faut déterminer la valeur
de taux prime, graphiquement, revenons au graphe, taux prime est égal. Donc, voilà le graphe. La tangente à la courbe c'est 1. Donc, ici, on a la valeur de taux prime qui est égale à 1 milliseconde. Donc, taux prime est égal à 1 milliseconde est égal à 1 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, d'après cette expression, on trouve que L est égal à R plus R en facteur de taux prime. Donc, est égal R, c'est 70 plus 20 multiplié par 1 fois 10 à la puissance moins 3. Après calcul, on trouve que la valeur de L' est égale à peu près 0,09 unité de Henry. Et donc, c'est ça la nouvelle valeur qui est égale à L'.